Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Léo. On a décidé de faire un petit podcast pour qu'il puisse se présenter et rentrer un peu plus en détail sur son business et sur l'investissement international. Bonjour Léo, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc moi c'est Léo Lolès, ça fait plusieurs années que je suis dans l'investissement en règle générale. J'ai commencé dans l'immobilier tout simplement pendant le Covid et j'ai déjà acheté plusieurs biens en France. Ça m'a vite saoulé, donc du coup j'ai fait de l'investissement immobilier à l'étranger très rapidement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça t'a frustré? En fait, on a une grosse fiscalité en France, donc ça mange une grosse partie de la rentabilité. C'est très lent, surtout au niveau des démarches. On est vite bloqué par le financement bancaire, alors qu'on peut avoir des financements bancaires relativement faciles à l'étranger. Et surtout, on n'est pas protégé en tant qu'investisseur, donc on a beaucoup de risques de squat ou d'impayés qu'on ne va pas retrouver à l'étranger. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es tombé dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a encouragé à passer le cap? En fait, c'est très simple. J'avais déjà une première expérience dans l'investissement à Londres, juste avant le Covid. Puis après, avec le Covid, je suis rentré à Toulouse chez mes parents. Et puis de là, j'ai commencé à travailler en tant qu'agent immobilier, tout simplement. Et c'est là que j'ai appris le métier de l'immobilier, toutes les bonnes pratiques. J'ai été bien formé à ce moment-là. Et je faisais un peu tout dans l'immobilier, que ce soit de l'investissement, de la RP, vente de studios, immeubles ou maisons de ville. Mais après, je me suis de plus en plus spécifié vers l'investissement parce que c'était ce qui m'intéressait tout simplement. Et donc on peut considérer que c'est tes premiers pas dans l'immobilier. Quelles leçons tu en tires à ce jour? Les leçons que j'en tire, c'est quand moi j'ai investi dans l'immobilier parce qu'en fait, je suis passé par toutes les étapes d'un investisseur, de quelqu'un qui achète dans l'immobilier, que ce soit de la recherche, que ce soit toute la paperasse, l'administratif, le crédit bancaire, la gestion des locataires, la gestion de la fiscalité. En fait, j'ai beaucoup plus appris à ce moment-là, donc relativement rapidement. J'ai investi à la fin de ma première année que j'étais dans l'immobilier, donc à 21 ans. Et voilà. Aujourd'hui, on est en Géorgie. Ouais. Tu es passé par Dubaï. Oui. Avant, tu étais en France. Oui. Qu'est-ce qui a été le déclic de partir? En fait, moi, je suis parti à 16 ans en Angleterre pour jouer au foot à Londres. Donc, j'avais déjà en fait cette vocation à vivre à l'étranger. La mentalité anglophone, surtout à Londres, est très différente et j'ai beaucoup aimé. Ça récompense le travail, les efforts qu'on fournit, ce qui est très différent ce qu'il y a en France. Moi, de base, quand je suis rentré pour le Covid, c'était uniquement pour quelques mois, puis je comptais repartir tout de suite. J'ai retrouvé une mentalité très similaire, très business, enfin très pro-business à Dubaï. J'ai beaucoup aimé. Et en ce moment, je fais moitié Dubaï, moitié Géorgie. J'aime beaucoup les deux. C'est très différent. La Géorgie, c'est très nature. Il y a les montagnes. C'est beaucoup plus chill. C'est beaucoup moins s'orienter argent. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de faire beaucoup de business ici en Géorgie. Et Dubaï, c'est une très grosse ville. On peut beaucoup connecter avec des entrepreneurs, des personnes dans l'immobilier. Et surtout, tout va très vite. En termes de service, c'est incroyable. On a une qualité de vie qui est incroyable aussi. La sécurité. Mais la qualité de vie et la sécurité, je pense que ce serait autant en Géorgie qu'à Dubaï. Et au niveau de la mentalité entre entrepreneurs français, Ouais. entre expatriés, même entre entrepreneurs peut-être du même secteur, mais plus à l'international, qu'est-ce que tu penses entre la Géorgie, Dubaï? Est-ce que c'est les mêmes mentalités? Pas du tout. Alors c'est très différent. Dubaï, c'est très axé argent. Alors c'est pas qu'en Géorgie ils sont pas axés argent, c'est juste qu'à Dubaï on va te demander très rapidement combien tu gagnes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et on va très vite te classer par rapport à ça. Après aussi on a de la chance qu'on a beaucoup de francophones qui sont à l'étranger, donc soit à Dubaï, en Géorgie, dans d'autres pays, Bali, Marrakech ou autre. Ce qui fait qu'en fait on peut très vite se rapprocher de francophones ou de français qui sont à l'étranger. Généralement ils partagent les mêmes valeurs et la même mentalité que nous, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On peut se faire des amis assez rapidement à l'étranger, des amis francophones, et voilà. Tu dis qu'on peut se faire des amis rapidement. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est plus des amis qui sont là pour les opportunités que tu pourrais leur apporter dans ton business, ou est-ce que c'est des amitiés sincères? Est-ce que toi tu as pu te faire des amis à Dubaï qui restent encore aujourd'hui, ou finalement les amis que tu t'es fait là-bas qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà à Parce Dubaï, qu'on entend de tout. On Ouais. entend beaucoup des gens qui disent ouais, je me suis fait pote avec un tel, 2 mois après il m'a scam. oui, surtout à Dubaï, ouais. Surtout à Dubaï. En fait, alors à Dubaï, moi, ce que je fais, c'est que j'évite de parler argent. Je m'en fiche, en fait. Je veux pas faire de business avec Enfin, en début, j'ai pas cette approche business de suite. Je veux juste connecter avec des gens. De toute façon, tout le monde à Dubaï a de l'argent, donc on peut faire du business avec tout le monde. Et ça viendra si ça viendra. Je veux vraiment pas forcer le truc. Par exemple, quand je vais faire un foot, un five avec d'autres francophones ou autres, il y en a certains, je sais même pas ce qu'ils font dans la vie. On parle des choses courantes de foot, principalement justement de sport ou autre. Et est-ce que tu as déjà eu des vrais amis? des mauvaises expériences? Ouais. Justement. Des mauvaises
avec des potes ou des amis? Ouais, des mauvaises expériences, oui et non. En fait, disons que c'était plutôt des gens de qui j'attendais pas trop et qu'au final, j'avais eu raison de pas attendre trop d'eux. Donc voilà, je n'ai pas été déçu, on va dire. Parce que j'attendais. Exactement, voilà, je m'y attendais. Après, à Dubaï, déjà, on rencontre beaucoup de monde. C'est facile de rencontrer du monde. On rencontre beaucoup de personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ou autres, soit au restaurant, en soirée, à la plage, ou même un tel peut nous connecter avec un autre. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent, qui repartent. Et donc, en fait, techniquement, j'ai croisé des gens à Dubaï avec qui j'ai passé pas mal de temps, qui sont maintenant partis à Bali, Bangkok, retournés en France, aux États-Unis. Et ce qui fait qu'en fait, ça change beaucoup. Les gens s'installent de plus en plus sur Dubaï, mais il y a quand même beaucoup de gens qui viennent et qui repartent. Très bien. Et du coup, comment tu as découvert ton business actuel? En fait, c'est très simple. Alors moi, j'ai été rapidement dans l'investissement en règle générale. J'ai monté du coup une filiale de gestion pour le groupe France Finance International. Je suis rentré au départ juste en tant que conseiller et en parallèle, je montais la filiale de gestion. Ce qui fait que j'ai rencontré mes associés à Dubaï justement. On s'est très vite bien entendu. On habitait dans la même tour d'ailleurs à Dubaï. C'est pour ça qu'on a beaucoup sympathisé. J'ai beaucoup appris, surtout qu'ils font ça depuis 2009. Donc ils ont pas mal d'expérience. Ils ont fait beaucoup plus de pays que ce que j'ai pu faire moi en termes d'investissement. Et aujourd'hui, on s'est dit que moi, je pouvais rentrer au capital de France Finance International justement pour aider à développer le groupe, redonner un coup de jeune, on va dire. Alors, ils sont jeunes encore, mes associés, mais je suis juste. Ils ont pris une balle perdue là. Mais c'est juste que moi, voilà, je suis encore plus jeune, j'aime bien bosser, je vais amener quelque chose de différent, je vais pouvoir développer le marché anglophone aussi. Tout simplement. Et donc aujourd'hui, dans ton travail et dans ton quotidien, Ouais. quelle est ta routine? Comment tu gères ton emploi du temps, tes activités, ta vie sociale, tout ça? Disons que j'ai une vie un petit peu, ce que beaucoup de gens vont penser être ennuyante. Je me lève le matin, je fais du sport et après je bosse jusqu'à tard le soir. Mais moi, ça me convient. Il m'arrive de temps en temps de faire des activités, que ce soit la semaine ou le week-end quand j'en ai envie. Après, j'ai la chance de pas mal voyager pour le travail. Je dois prendre l'avion peut-être une fois par semaine. Ce qui fait que dans tous les cas, je vais découvrir beaucoup de pays, beaucoup de cultures, rencontrer pas mal de monde, pouvoir aller au restaurant régulièrement, tester de nouveaux restaurants, de nouveaux lieux. Donc voilà, j'essaie toujours de garder une routine de faire mon sport le matin. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai commencé à travailler, après c'est le rush jusqu'à la fin de la journée. J'arrête pas. Et donc voilà, comment je m'organise? Je prends de temps en temps des vacances avec de la famille ou des amis, même si j'arrête jamais de travailler. Honnêtement, je réponds toujours au téléphone à des clients. Je prends de temps en temps des rendez-vous en vacances. Mais disons que c'est un peu plus calme quand je suis en vacances. Ok. Et donc sur ta journée, concrètement, tu fais quoi quand tu dis que tu travailles? Ouais. Donc il y a la partie où est-ce que je vais être en rendez-vous avec des clients. C'est des visios principalement parce que c'est rare qu'on les croise. C'est toujours un plaisir de les rencontrer, mais c'est principalement des visios. Et ensuite, après, il y a toute la partie gestion d'entreprise. Donc gérer les différents collaborateurs, les dossiers qu'on a en cours. Si jamais il y a des problèmes, mettre en place des process. La vie d'entrepreneur, tout simplement. Mais encore beaucoup de rendez-vous avec des clients. Disons que nous, les trois fondateurs, on a beaucoup le contact avec les clients quand même. C'est très important pour nous de continuer à faire ça. De toute façon, c'est la chose qu'on apprécie le plus aussi. Et concrètement, à vos clients, justement, vous leur proposez quoi? Alors nous, on leur propose de faire de l'investissement à l'international, principalement dans l'immobilier, même si on fait autre chose que l'immobilier, mais pour 80-90% du temps, c'est de l'investissement dans l'immobilier. On est présent dans à peu près 13 pays, avec à chaque fois des stratégies différentes. Donc un client, on va justement l'indiquer plutôt vers un pays plutôt qu'un autre. Tout dépend de sa stratégie, son budget, où est-ce qu'il veut aller, sa situation actuelle. Et comme ça, on va pouvoir lui construire un plan d'investissement sur les prochaines années pour justement construire son patrimoine et au fur et à mesure des années qu'il puisse augmenter son niveau de vie, avoir un cash flow. Si son objectif, c'est d'avoir un gros cash flow. En termes de profil de client, est-ce que c'est diversifié? Est-ce que tu as un profil qui crée une tendance? Tu as des profils plus atypiques? Ouais. Donc, au début, j'avais beaucoup de clients un peu plus fortunés, on va le dire, parce que l'investissement à l'étranger, c'était réservé à ceux qui avaient un certain budget, tout simplement. Mais là, depuis qu'on a ouvert la Géorgie, on peut investir à partir de 15 000 euros d'apport. Donc, tout le monde peut investir dans l'immobilier à l'étranger. Donc, on a des gens normaux, on a des entrepreneurs, on a des fonds d'investissement, des family office, des SCPI, qui sont certes pas la plupart de nos clients parce qu'on fait quand même pas mal de volume. Donc, en termes de volume, ça va être plutôt des entrepreneurs qui peuvent se permettre d'investir à l'étranger. Surtout qu'en plus, les financements bancaires à l'étranger les Français ne le savent pas, mais sont plus faciles que les financements en France. Ce qui fait que pour les entrepreneurs, c'est souvent une très bonne opportunité pour eux. Et donc, tu parles beaucoup d'entrepreneurs, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le cas avec des salariés classiques français? Bien sûr. Quelle proportion ça représente sur tes clients, par exemple?
exemple. Ouais, on va Je avoir. suppose que c'est une minorité. Non, on va avoir à peu près 30% des clients qui sont salariés ou qui ont une activité un peu plus commune, on va dire. Ok. 50% ça va être des entrepreneurs et 20% ça va être des très gros clients, des sociétés d'investissement, des CPI. Ok. Voilà. Mais on a beaucoup de gens qui sont profs, flics, ingénieurs, enfin voilà, on a pas mal. Et est-ce que en termes d'âge, est-ce que tu as tout âge ou est-ce que Le- c'est plus âgé, ouais, plus jeune? le- Est-ce qu'il y a une Une tranche d'âge qui se démarque. Non, est-ce qu'il y a un lien du coup entre les activités, par exemple le salarial, les entrepreneurs, les sociétés d'investissement et l'âge des profils que tu vas avoir? Alors déjà les gens qui sont relativement jeunes, donc en dessous de 25 ans, on va avoir moitié d'entrepreneurs, moitié de salariés. Tous les jeunes cadres qui sortent d'études, touchent leur premier salaire et qui ont de suite compris qu'il ne faut pas investir en France, on travaille avec eux. Mais on a aussi tous les entrepreneurs, que ce soit des digital nomades, les nouveaux entrepreneurs d'internet, ou même ceux qui ont réussi dans des business un peu plus classiques, j'ai envie de dire en France, qui sont lancés jeunes. Et ensuite après pour les plus gros investisseurs, généralement c'est les gens un peu plus âgés, à moins que ce soit des gens qui travaillent pour une société d'investissement, une family office ou autre. Là, ils vont avoir entre 25 et 40 ans, même si jamais techniquement ils investissent pas pour eux-mêmes, ils investissent pour le compte d'une société Ok. ou pour quelqu'un d'autre. Et donc, au niveau des jeunes, Ouais. des jeunes français particulièrement, on sait que dans le contexte actuel, il y a beaucoup d'incertitudes concernant notre avenir, tout simplement. Par rapport à la retraite, est-ce que tu penses que c'est primordial aujourd'hui de se créer en patrimoine justement pour faire sa retraite, ou est-ce que tu penses qu'il est encore possible de se reposer sur une potentielle retraite qu'on pourrait avoir? Alors, moi, je pense que beaucoup n'auront pas de retraite. Même, je prends l'exemple, moi, je pense pas que ma mère aura une retraite, ou du moins, ma mère n'aura pas de retraite suffisante. Je pense que la France donnera quand même une petite retraite, même sur les prochaines 10, 15, 20 ans, mais elle sera minime comparée à ce que les autres ont eu avant, déjà. Donc, elles leur permettront pas de vivre. Et pour les gens qui ont 25, 30, voire 40 ans, pas sûr qu'ils aient une retraite, eux. Tout simplement parce que le système de retraite en France, c'est un système de Ponzi, ça marche pas du tout. Et, pour moi, il faudrait totalement changer le système des retraites. En fait, disons que en France, on a de la chance aujourd'hui que nos retraités sont très bien traités par notre gouvernement parce qu'ils se reçoivent une retraite, mais dans beaucoup de pays, ils n'ont pas de retraite ou des retraites vraiment très faibles. Donc en fait, dans tous les autres pays du monde, les gens doivent se constituer leur propre retraite à eux. Donc en France, on est un peu, on va dire, En retard. pas en retard, mais on sait que le gouvernement va prendre soin de nous à notre retraite et on se repose sur ça, alors qu'à l'étranger, ils savent de suite, dès le plus jeune âge, qu'ils vont devoir se constituer leur propre retraite. Et en fait, je pense que c'est ce switch-là que le français doit avoir. Et du coup, par rapport à tout le système français actuel, en plus du système de retraite, Oui. comment faire pour soit se créer sa retraite ou créer sa petite indépendance par rapport au système? Alors, il y a plusieurs types d'investissements, que ce soit l'investissement en bourse, maintenant on a même les crypto-monnaies, l'investissement dans l'immobilier. Moi, je fais l'investissement dans l'immobilier parce que pour moi, ça reste le plus pertinent. On a si on va comparer les loyers, enfin les rentes des loyers comparés aux dividendes en bourse, ce sera plus intéressant en immobilier. On peut utiliser l'effet de levier bancaire. On a surtout une double rentabilité, parce que certes, on a la rentabilité locative, mais on a aussi l'augmentation du prix du bien. Donc, si on a un appartement qui vaut 100 000 euros et qui a pris 10% en un an, il en vaut 110 000 euros. Alors certes, c'est pas 10 000 euros en plus sur son compte bancaire, mais c'est 10 000 euros en plus sur son patrimoine qu'on va pouvoir, si on le revend, c'est 10 000 euros en plus. Si on le lègue à nos enfants, c'est 10 000 euros en plus pour eux. Et surtout l'effet de levier bancaire. Et l'immobilier, c'est un besoin primaire pour l'homme. Il va toujours se loger quoi qu'il arrive. Donc ce qui veut dire que ça pourra jamais tomber à zéro. Certes, il peut y avoir des chutes ou autre, mais ça pourra jamais tomber à zéro. Sauf s'il y a des conflits majeurs, des guerres, des conflits avec des pays. C'est vrai. Mais même dans les conflits, on le voit à l'Ukraine, en Ukraine en ce moment, l'immobilier il vaut pas zéro. Oui, après ça dépend dans quelle région. C'est vrai. Non mais c'est sûr, à moins que ça ait été détruit entièrement par la guerre. Mais, Parce que là, la Géorgie, on est quand même proche du conflit actuel aux Émirats. Ouais. Et il y a la Russie en plus, il y a l'Ukraine pas loin. Est-ce que tu penses que c'est vraiment fiable sur du très long terme? En fait, Je suppose que tu vas me dire oui, Ouais. mais qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pensent que en fait déjà, c'est moins fiable qu'en France où ouais, on se dit qu'en France, il nous arrivera rien. De toute façon, personne n'a un conflit avec la France direct. On est bien dans notre petite campagne. En fait, déjà, je vais répondre peut-être. Alors, avec Dubaï, par exemple, tout le monde pensait que le marché allait s'écraser avec le conflit en Iran. Au final, le marché a pris 1% sur le premier trimestre 2026. Alors, certes, il y a eu janvier, février, parce qu'il n'y a pas le conflit qui a bien aidé. Aujourd'hui, il y a certes un ralentissement des ventes, mais
l'immobilier sur avril 2026 a pris 3% comparé à avril 2025. Donc l'immobilier a quand même continué d'augmenter, ce qui est énorme pour une situation comme ça. Et justement, Dubaï a prouvé que c'était un marché refuge pour investir de l'immobilier. Ouais. Donc on va mettre son patrimoine là-dedans et on sait que même en cas de guerre, parce que justement on vient de le tester, son immobilier, on ne va pas retomber à zéro, on va toujours avoir les loyers qui tombent si jamais... nous, on fait beaucoup d'investissements à Dubaï, mais de l'investissement patrimonial. Et donc justement, ça a prouvé que c'était la meilleure ville pour faire du patrimonial. Après, du coup, la Géorgie, la guerre en Iran a accéléré les investissements en Géorgie, parce que les gens voulaient plus investir à Dubaï, donc ils cherchaient un nouveau marché, ils sont tous tombés sur la Géorgie, enfin beaucoup sont tombés sur la Géorgie. Il y a eu beaucoup aussi qui sont allés à Bali ou d'autres marchés, mais beaucoup sont allés en Géorgie. Et la Géorgie a vraiment cette position de Suisse de l'Eurasie, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, elle a une position très forte économiquement à travers tous les différents pays. Elle s'est émancipée de ce Kraken qui est la Russie et l'autre Kraken qui est l'Union européenne. Elle est ni pro-russe, ni contre les Russes, ni avec l'Europe, ni contre l'Europe. Elle entretient des bonnes relations avec tout le monde. Beaucoup de pays investissent en Géorgie, que ce soit la Chine, l'Union européenne, des pays du Moyen-Orient. Les plus gros fonds d'investissement ont investi ici. Trump, il a fait un investissement de 500 millions de dollars pour faire un Trump Tower à Tbilissi, donc dans la capitale. Donc en fait, tout le monde a énormément d'intérêt économique en Géorgie et du coup, il ne voudrait pas que ça se passe mal. Mais comme pendant la Seconde Guerre mondiale en Suisse, en fait, vu qu'il y a tellement d'argent en Suisse, les gens, personne ne voulait attaquer la banque. On ne va pas attaquer la banque. Donc c'est le même principe avec la Géorgie, certes qui n'a pas la stature qu'a la Suisse, qui est bien plus puissante aujourd'hui, c'est sûr, mais elle arrive petit à petit à se créer cette réputation. Cette réputation, exactement. Ok. Et donc tout à l'heure, tu as parlé de 15 000 euros, qu'on pouvait commencer à investir à partir de 15 000 euros. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? C'est où, à quelles conditions, voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, on peut investir à partir de 15 000 euros d'apport donc en Géorgie, parce qu'on va avoir des financements, que ce soit bancaires ou des financements promoteurs. Donc 15 000 euros d'apport, frais d'acquisition inclus. Et ensuite, on va soit payer l'appartement tous les mois parce qu'on va acheter sur plan. Donc à partir de 500 euros par mois, on va payer l'appartement et la livraison, il sera entièrement payé. Soit on va avoir un financement bancaire, donc c'est très facile d'avoir un financement bancaire ici en Géorgie. Il faut quoi comme dossier, comme document? Alors ça va surprendre certains Français, mais sur certains projets, on a besoin de uniquement le passeport. Pas de fiche de paye, pas de relevé de compte ou autre. Sur certains projets, on va avoir besoin de 1 à 3 mois de relevé de compte pour financer. Pourquoi en France, ils nous demandent un dossier qui est épais comme ça et ici, il faut juste un passeport? En fait, et où la différence et comment les banques peuvent s'assurer que les gens vont payer et qu'est-ce qui se passe au final si les gens ne payent pas? Déjà en France, on est les champions pour l'administratif. Donc je pense que chez moi, on pourrait encore rajouter des documents. Je pense que les banques le feraient. Voilà. Et après en Géorgie, c'est un système très simple, c'est un système d'hypothèque. Et vu que quand on achète sur plan, on achète moins cher que dans l'ancien, je vais faire un parallèle très simple. On va acheter un studio sur plan à 45 000 $, alors que dans l'ancien, il en vaut déjà 60, 70. En fait, quand la banque elle nous fait un prêt pour ce bien, vu que c'est une hypothèque, elle sait que quoi qu'il arrive, si elle saisit, voilà. Si jamais ils peuvent le saisir. Voilà, c'est ça, c'est une hypothèque. Si jamais le propriétaire il paye plus son crédit, eux ils récupèrent le bien et ils font une plus-value. Au bout de combien de temps ils saisissent si tu payes plus? Alors, il faut comprendre qu'ils sont compréhensifs. C'est pas parce que tu as loupé une mensualité que c'est bon de suite. Ça passe? Oui, enfin voilà. En fait, de toute façon, on peut pousser jusqu'à combien? On n'a jamais testé avec un client de voir jusqu'à combien on peut tester, alors faut faire le. mais du coup, de toute façon, le temps qu'ils engagent les démarches. Après, si jamais un client sait qu'il ne peut pas payer, nous on s'occupe de revendre le bien pour ne pas le mettre dans l'embarras, pour pas qu'il perde de l'argent. De toute façon, le but c'est de faire un bon achat. Si jamais on fait un bon achat, on ne perd pas d'argent, même si jamais on a une galère financière et qu'on doit revendre dans la va-vite. Et donc, si jamais les Français ou les francophones qui nous regardent, ils veulent se lancer ou chercher l'opportunité pour faire le bon achat ici en Géorgie ou ailleurs, comment ils font pour travailler avec toi ou un de tes associés? En fait, c'est très simple. Moi, je propose des appels de découverte. J'ai un lien Calendly qui sera sûrement en description de la vidéo. Ensuite, il faut juste réserver un appel sur mon agenda. On discute. C'est une première conversation pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils cherchent en termes d'investissement, leurs objectifs, où est-ce qu'ils en sont, ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils veulent pas faire, ce qu'ils veulent potentiellement faire. Et ensuite, en fonction de ça, moi, je vais plus les aiguiller vers un pays ou un autre, vers une opportunité plutôt qu'un autre. Et ensuite, généralement, on fait un second rendez-vous où est-ce que là, je leur présente une opportunité avec des chiffres. Nous, ce qui est très important
important, c'est de regarder les chiffres avant de regarder l'appartement en question. Parce que si jamais les chiffres y collent, qu'on n'aime pas le carrelage qu'il y a dans la salle de bain ou autre, c'est pas le truc le plus important. Le plus important, c'est que l'appartement nous génère de l'argent, qu'on fasse un bon investissement. Voilà. À part si on veut faire un investissement lifestyle, qu'on peut faire peut-être à Bali, parce qu'on veut profiter un petit peu de temps en temps de sa villa ou autre. Là, je peux comprendre quand on se dit, ben non, je veux plutôt cette couleur dans la cuisine. Ça, ok, je peux le comprendre. Mais sinon, le plus important, c'est les chiffres à regarder. Si jamais les chiffres leur conviennent, nous, on s'occupe de tout, de l'acquisition, de tous les documents. On s'occupe aussi de tout ce qui est financement, s'il y a un financement. On a notre filiale de gestion. On s'occupe de toute la partie fiscale. On s'occupe de la partie revente. Certes, un investissement, ça s'achète, mais au moins, ça se revend. Donc, en fait, on va faire tout ce package clé en main. Ça commence par un appel et ça finit des années plus tard par une revente. Et d'ailleurs, pour moi, c'est rare qu'on fasse qu'une seule opération avec mes clients parce que le but, c'est certes, je leur présente une première opération qui généralement ne va pas leur atteindre à leurs objectifs parce que l'objectif. C'est de se construire peut-être un plus gros patrimoine. Et voilà, c'est ça. Et on ne le construit pas en une seule opération. Et de toute façon, quand on s'approche de l'objectif, on va encore aller un petit peu plus loin. Toujours plus. Exactement, toujours gourmand. Donc, il faut aller chercher la prochaine opération encore pour se rapprocher du nouvel objectif. Si quelqu'un est vraiment déterminé à passer à l'action, entre le premier appel et le moment où le dossier il est clos, alors pas l'appartement construit parce que si tu achètes sur plan, j'imagine que tu dois attendre, mais au plus vite, ça dure combien de temps? Ça prend moins d'une semaine. Donc nous, on a déjà les différentes opportunités qu'on peut avoir pour des clients en fonction de leur situation et ce qu'ils veulent faire. Ce qui fait que le sourcing d'opportunités est relativement rapide. Donc généralement, on fait un premier appel. 2-3 jours après, on fait un second appel. Si jamais ça leur convient, dans la foulée, on s'occupe de rédiger les contrats et on passe à l'action. Donc en moins d'une semaine. Après, généralement, le français, il aime bien un petit prendre son temps. Tout dépend aussi de si jamais il a besoin de revendre un bien immobilier, si jamais il a besoin d'un petit peu plus de temps pour réfléchir. Si jamais il est au tout début de sa réflexion d'investissement à l'étranger, il va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais si jamais c'est un investisseur aguerri qui a déjà investi à l'étranger, c'est arrivé qu'en une semaine à 10 jours, ça se fasse. C'est quand même plutôt bien parce que là, tu es en train de me dire qu'on peut acheter un appartement en une semaine. Ouais. Alors qu'en France, le minimum, c'est combien? 3 mois? 3 mois, 3 mois de notaire. Et ça, c'est jamais on fait la première visite et que c'est bon, on y va, quoi. Donc ouais, ça prend quand même longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous mets mon Instagram quelque part sur l'écran. Si vous voulez qu'on parle plus en détail de votre projet d'investissement à l'international, vous pouvez réserver un appel sur mon agenda en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais publier beaucoup de vidéos sur l'investissement immobilier à l'international. Au plaisir de vous retrouver sur notre vidéo.